Et lorsqu'on ne sait pas payer les dettes internes, lorsqu'on ne sait pas larguer une masse monétaire pour arriver à payer des créances, à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on a stabilisé la monnaie. Encore que, même si le prix, effectivement, aujourd'hui, il y a une sorte de stabilité, mais où est la production? Il n'y a pas que les entreprises de l'État, il y a des entreprises privées. Les entreprises privées, à une certaine époque, en tout cas, on était dans les centaines, qui étaient des entreprises agricoles, on était dans les centaines, des entreprises forestières, etc. Il n'y a que le 10% opérationnel. Aujourd'hui, je crois qu'il est très clair que par rapport à cela, qu'on sache qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'effectivement on puisse pas relancer véritablement l'économie. Quand cela ne tient, nous avons connu des pays, par exemple comme le Brésil, dans les années 80, qui avait connu une croissance économique formidable, 8e puissance économique du monde, mais qui avait 69% de la population pauvre. Alors aujourd'hui, il faut saluer la bancarisation, c'est évident, ça nous permet pas, de pouvoir dégager les trop-pleins. Ok, est-ce que le fait de dégager les trop-pleins va entraîner tout de suite ce qu'on peut représenter, ce qu'on peut dire la satisfaction des besoins? Moi je dis non. On a connu un budget de 7 milliards dans ce pays. On a connu des budgets de 5 milliards dans ce pays. Et vous savez qu'avec Mobutu, on n'a jamais dépassé 1 milliard. Et alors maintenant, si avec Mobutu, on n'a jamais dépassé 1 milliard et qu'on avait les bateaux de longue entrée en circulation, on avait l'Air Congo, l'Air Zaïre à l'époque opérationnel, on avait autant d'entreprises, etc. SNCC, etc. 1 milliard de dollars, etc. Et lorsqu'on a 7 milliards de dollars, et lorsqu'on ne voit pas des signaux forts depuis 2007, 2008 jusqu'à aujourd'hui dans les sens d'une relance de ces activités, moi je me pose la question, même si aujourd'hui... Donc vous avez l'impression qu'on fait du surplace. Même si aujourd'hui on peut dégager de moyens, et je pense que s'il n'y a pas de garde-fous, s'il n'y a pas de mécanismes de monitoring qui permettent naturellement d'arrêter la corruption, la complaisance, l'impunité et tous ces éléments faisant commune dans la gestion de l'État, il ne faut pas s'entendre à quoi que ce soit. Je voudrais également dire que c'est bien bon de dégager un bonus au travers de ce qui représente la bancarisation, mais ce n'est pas ça ce qui va satisfaire l'immensité des problèmes de notre peuple. Nous avons deux problèmes sérieux, et je crois que le programme du Premier ministre, lorsqu'il fait le diagnostic de la situation dans les différents secteurs de la vie nationale, montre qu'il y a un plein de problèmes et qu'il faut changer de méthode au niveau de la relance économique. La relance économique ne doit pas être quelque chose de routine, parce que là, voyons voir comment la DGDA, voyons voir comment la DGI, comment on appelle ça, l'autre entreprise génératrice de recettes, etc. Non, aujourd'hui, ce sont des innovations au niveau de la production. Aujourd'hui, c'est justement l'opérationnalisation de la décentralisation, en responsabilisant les provinces pour qu'elles deviennent véritablement des génératrices de ressources et de recettes par rapport à cela. Aujourd'hui, c'est les chevals des batailles de l'UNAFEC. Aujourd'hui, il est important qu'on accélère les processus de génération de lois qui existent, notamment la nomenclature des taxes, la loi, la Caisse nationale des péréquations, etc. Ce sont ces lois-là qui doivent dégager de véritables recettes qui permettent aux entités, à l'échelle nationale, à l'échelle provinciale, à l'échelle locale, de poser des actes qui sont susceptibles de résoudre les problèmes de la population. Mais lorsqu'on se dit, bon, faisons la bancarisation, nous avons un premier résultat. Alors qu'encore que, lorsqu'on trouve qu'effectivement il y a 50, si je prends le terme de mon ami Moulumba, qu'il y a de l'argent qui était volatilisé. C'est que quelque part, pendant des années, il y a des gens qui se sont chargés de pouvoir ponctionner l'argent de l'État. Il faut que, très clairement, on sente la poursuite de tous ces gens-là pour qu'effectivement, ils puissent payer non seulement ce que nous avons trouvé, mais également le manque à gagner qu'on a vu les gens s'enrichir avec ce que nous sommes en train d'assister. Donc, disons qu'il ne faut pas être vraiment assez méchant par rapport aux efforts du gouvernement. Il est en train de faire ce qu'il peut faire. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, si le gouvernement voudrait rassurer l'ensemble de notre peuple, il doit aller pour lutter contre la complaisance, lutter contre la corruption, lutter contre l'impunité. Et qu'il y ait une sorte de partage de responsabilité. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui a pris une décision. C'est vrai qu'il y a de l'argent que l'on trouve à la banque. Sans mettre, ça c'est évident. Mais aujourd'hui, quel est le rôle que doit jouer l'inspection générale des finances? Parce qu'en dehors de la banque, il y a aussi des gens qui ponctionnent de l'argent sérieusement.
Quel rôle doit jouer la Cour des comptes? Quel rôle doit jouer le Parlement? Quel rôle doit jouer la justice? Quel rôle doit jouer la société civile? Tous ces acteurs qui font combine et qui présentent la configuration de la gestion de la République. Ça, c'est très important. Merci, monsieur. Et lorsqu'on ne sent pas les mouvements dans ce sens, il me semble que c'est encore déficitaire. À ce moment-là, je ne crois pas qu'on puisse atteindre des résultats. Merci beaucoup. Monsieur Siti André Moulumba, lorsqu'il était investi, l'Est, il y avait une sorte d'accalmie dans l'Est de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, peut-on constituer la crise à l'Est comme étant une épine dans les pieds du gouvernement Matata Ponyo? Avant de répondre à votre préoccupation, permettez-moi que je puisse peut-être donner un petit mot sur ce que venait de dire M. Mayamba. Je vous le concède. Je partage un certain nombre de points de vue qu'il a effectivement énoncés ici, et là je suis totalement d'accord avec lui. Je pense que justement c'est ça la volonté qui est manifestée par ce gouvernement. C'est pour répondre justement à tous ces desiderata, bien sûr. Et pour cela, parce qu'il venait d'évoquer des points plus importants que je considère comme vraiment des fondements même de de la révolution de la modernité, il revient justement à ces gouvernements de prendre tout cela en compte. Parce que, vous savez, comme je viens de le dire, il faut dans ce pays qu'il y ait un plan, un schéma, un plan d'industrialisation. Et pour y parvenir, justement, il faut qu'on fasse d'abord un état de lieu, qu'on puisse savoir qu'est-ce qui a existé, quel a été l'existant, pardon, qu'est-ce qui a été détruit, et qu'est-ce qu'il faudrait faire, n'est-ce pas, pour soit relancer, redémarrer, pour que les choses puissent aller de l'avant. Et pour cela, et réhabiliter, j'allais dire, je pense qu'il faut qu'il y ait, au niveau du ministère de l'Industrie, Petites et Moyennes Entreprises, faire cette démarche-là, de faire un état de lieu, connaître toutes les industries en péril, pour pouvoir mettre des mécanismes, n'est-ce pas, pouvant aider ces entreprises à reconnaître leur santé datant qui n'existait plus. Et pour cela, justement, il faut qu'il y ait un travail technique qui doit être fait. Lorsque M. Yamba parle de la décentralisation, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais seulement, il y a un problème. Les problèmes dans notre pays, ce n'est pas seulement un problème au niveau du gouvernement, mais il y a aussi un problème d'hommes. Il y a la crise d'hommes. La décentralisation, justement, c'est un mode de gestion, n'est-ce pas, de l'État. Et ces mécanismes étaient mis en place, n'est-ce pas, pour décentraliser les compétences et les ressources qui devraient s'accompagner pour aider les collectivités locales à pouvoir se prendre en charge. Malheureusement, M. Dion, vous vous rendrez compte qu'on a essayé tout simplement, depuis 2008 qu'on a mis, parce qu'il y a eu des lois financières et autres, mais le peu, je suis d'accord quand il dit que les ressources et les compétences ne sont pas effectivement octroyées ou rétrocédées aux provinces, je suis d'accord. Mais le peu que le gouvernement central donne à ces provinces, qu'est-ce que les provinces en font au niveau des provinces et au niveau des entités territoriales décentralisées? Il y a un problème. Donc il y a un problème d'hommes, il y a un problème des antivaleurs, comme vous venez de le dire. Donc je crois que tout cela doit se faire dans un processus qui devrait être effectivement... La crise à l'Est. La crise à l'Est empêche-t-il... Lorsqu'il parle... Ouais. Je vais terminer par là, John. Laissez-moi, sinon je vais me perdre. Il a parlé de la croissance économique, bien sûr. Je suis d'accord avec lui. Toute croissance économique n'implique pas nécessairement le mieux-être ou le progrès. La preuve, c'est qu'en Chine, en 91, bien sûr, la Chine a connu un taux de croissance qui voisinait plus ou moins 14 à 15%. Mais la population, presque dans toute son entièreté, était presque pauvre. Et le taux de chômage était plus de 60%. Cela signifie que la croissance économique, comme nous le souhaitons, comme il est déjà là, c'est un problème réel, mais c'est un chemin, c'est un sentier justement qui amène à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Mais en même temps, lorsqu'il fait allusion aux années 2007, 2008, 2009, il doit savoir que nous avions été imposés par un environnement économique international qui ne nous permettait pas justement à notre pays de faire beaucoup de choses. Il y a eu la crise financière
qui s'est effectivement généralisé traduit par la crise économique. Alors, par Et rapport à la crise à l'Est, n'oubliez pas que la RDC, c'est un pays qui dépend de plus ou moins 70%, n'est-ce pas, on a plus beaucoup de temps. de l'économie internationale. Donc, toutes les conséquences négatives sur le commerce international ont eu des effets néfastes sur notre économie au niveau interne. Et cela s'explique par justement c'est à quoi il faisait allusion. Maintenant, par rapport à la crise de l'Est. Oui. Je me dis, monsieur John, n'eût été cette agression, il ne s'agit pas de la crise, il s'agit d'une agression. Je crois que le gouvernement Matata aurait fait encore mieux dans ces 100 jours. Et ça devrait être des actes spectaculaires et que je pense que le peuple congolais devrait se réjouir de ce gouvernement. Malheureusement, nous avons beaucoup d'ennemis, tant au niveau interne qu'externe. On a trouvé effectivement que ce gouvernement allait faire beaucoup de miracles. Voilà pourquoi le Rwanda, avec tous ses complices, nous ont imposé cette guerre, cette agression. Bien que cela soit fait, mais le gouvernement est en train de déployer beaucoup d'efforts. Vous avez répondu à ma question. Si dans 100 jours, il y a beaucoup à faire, mais je vous informe que dans notre budget qui venait d'être voté, c'est aussi quelque chose à mettre dans l'actif de ce gouvernement. Donc, il y a eu vraiment un record. Nous évoluons avec le budget de l'État. Je termine, s'il vous plaît. Je termine par là. Et vous allez voir dans ce budget 2012, il nous reste pratiquement, parce que le 30 octobre, normalement, le budget est censé être consommé et terminé. Mais vous voyez, on nous impose ce qui nous restait pour que cela puisse contribuer, n'est-ce pas, au secteur productif de notre pays. On nous impose cette agression. Cela suppose, comme ce n'était pas prévu, justement, c'est prévu, mais pas à une grande hauteur. Ça signifie que le gouvernement est obligé de ponctionner sur d'autres rubriques du budget de l'État pour faire face justement à cette agression qui paupérise, n'est-ce pas, notre la crise à l'Est, c'est que M. Moulumba qualifie d'agression. Est-ce que cette crise est-elle de nature à empêcher les gouvernements Matata Ponyo à matérialiser son programme? Merci, M. John. Je voudrais simplement dire deux petites choses. La première, c'est au niveau de la volonté du gouvernement à relever le vrai défi de la République. Le gouvernement a prévu un certain nombre de choses dans les différentes prévisions. Il y en a de même du discours d'investiture du président de la République. Lorsqu'on veut véritablement gérer un pays, on va dans la direction d'une gouvernance responsable, dans la direction d'une surveillance mutuelle. Et les institutions ont été créées par la Constitution. Regardez, le président qui annonce déjà en décembre 2011 la création de la Commission économico-sociale, etc. Cette commission se fait entendre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse avoir une telle commission? C'est depuis 2006. Et cette commission aurait pu faire beaucoup de choses par rapport à la performance de nos institutions. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, le gouvernement a prévu ce que peut représenter un grenier agricole, que le Congo joue le rôle de grenier agricole. Quels sont les actes? J'ai entendu, il y a des moyens qui ont été donnés dans la proportion, je crois, de 32 millions de dollars. Ça, c'est évident. On va en faire quoi? Et quels sont les actes qui sont posés? Bon, peut-être que le ministre qui est aussi rodé à la matière, en tout cas, j'ai fait la présomption positive, mais je me dis que ça, c'est encore insuffisant. Il faut une volonté, parce que l'agriculture ne peut pas supporter le poids de l'économie si cette agriculture n'a pas visiblement de moyens. Mais bon, pour revenir la crise à l'Est, question, ça empêche les gouvernements Matata d'évoluer. Oui, okay. Moi, comme Congolais, j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes, cher John, parce que chaque fois on fait les élections, on a un gouvernement, et au moment où on attend que le gouvernement puisse donner le meilleur de lui-même, que les promesses du président de la République se réalisent, et tout de suite on dit non, voilà, il y a la guerre qui se déclenche à l'Est. La guerre se déclenche à l'Est. Et la chanson, c'est de dire, non, tout l'argent, ça va à l'Est. Et alors maintenant, là, le terrain devient terre fertile. Parce que maintenant, il y a une raison résonante pour qu'on dise, effectivement, l'argent est allé à l'Est. Mais entre-temps, la guerre de l'Est, ça commence depuis quand? Et nous avons connu 6 mois dans un État où il y a une gouvernance professionnelle. C'est que le gouvernement a travaillé avec des crédits comment on dit, des crédits provisionnels. Collectifs budgétaires. Voilà.
Et alors maintenant, on n'avait pas encore la guerre. On aurait pu avoir des prestations. Et d'ailleurs, en septembre, présente le budget. C'est qu'il y restait 3 mois. J'aurais voulu savoir combien d'argent il restait dans le budget de la République. Et qu'est-ce qu'on en a fait? Et quelles étaient les prévisions? Il faut qu'on arrête un peu la distraction. Parce que sincèrement, si c'est vraiment la guerre à l'Est, on aurait suivi, nous suivons les prestations du ministre des Médias chaque jour, etc. Bon, est-ce qu'on ne peut pas nous dire combien ça nous coûte aujourd'hui? Parce que nous sommes dans une gouvernance. Et la gouvernance, c'est un partage des rôles. La gouvernance, c'est que tout Congolais est copropriétaire de la République. Il n'y a pas d'information tabou. Et lorsqu'on fonctionne dans une approche cybernétique, où tout le monde est copropriétaire, mais tout le monde doit connaître ce qui se passe. Alors maintenant, le risque d'en nous dire, écoutez, bon, les quelques mois qui nous restent, tout l'argent est parti à l'Est. Mais qu'on nous dise, c'est très clairement combien ça nous coûte. Donc, M. Mbayama, et qu'est-ce qui explique la récurrence? Chaque fois que lorsqu'on met en place un gouvernement, il y a cette histoire de l'Est, etc., qui prend pratiquement toute l'attention au point où... Donc, vous voulez dire que la situation à l'Est est fabriquée de toutes pièces? Bon, non, ça pousse à ça des devient un interrogations. prétexte. Ça pousse à des interrogations. Ah. Vraiment, ça pousse à des interrogations, parce que la fois passée, vous savez que les grandes réalisations, s'il faut les appeler grandes réalisations, mais le début du commencement, en fait, en termes de prestations du gouvernement, pour la magistrature, la mandature de 2006-2011, sont intervenus presque vers la fin de la mandature. Et aujourd'hui, on croyait qu'avec le débit, il y aura des actions très agissantes, surtout qu'il y a une présomption de connaissances techniques dans les chefs du Premier ministre et son équipe, que d'aucuns appellent surdoués, etc. Mais écoutez, c'est maintenant, alors, on nous parle, non, voilà, l'argent va aller à l'Est, l'argent s'en va à l'Est, on aurait pu faire mieux. Entre-temps, le budget lui-même, lorsqu'on regarde les programmes, il n'était pas très clair. Les programmes posent des problèmes, les programmes expliquent le diagnostic, les programmes expliquent des actions, mais ces actions qui sont expliquées par les programmes sont véritablement des intentions. On aurait pu, lorsqu'on fait une lecture professionnelle avec les lunettes d'économistes au niveau du budget, c'est encore flou. Parce qu'on ne sait pas combien d'écoles le gouvernement devra construire sur l'ensemble du territoire national. Pour qu'effectivement nous puissions avoir des indicateurs objectivement vérifiables, dire que voilà, par rapport à la question des écoles, voilà la performance réalisée. Pour qu'on nous dise très clairement qu'au regard, par exemple, des moyens qui devraient être affectés pour les écoles, voilà la guerre comment nous a pris tel moyen. On a connu la même situation avec ce qui s'est passé avec le paiement de la dette extérieure, etc. On nous ponctionnons 50 millions. Et lorsqu'on a terminé l'allègement de la dette, lorsqu'on a terminé de payer, on nous dit non. Hein? La situation reste toujours difficile. Non. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Congo a beaucoup de défis. Le Congo a beaucoup de problèmes. Et qu'aujourd'hui, le monde est en train de changer. Hier, c'était l'ordre international. Aujourd'hui, on est en train de remettre en question l'ordre international. Et la détermination de ce que représentent les avancées de chaque pays est le résultat de la capacité des leaders à devenir des visionnaires, à devenir des inspirateurs, des innovateurs, qui permettent à leur pays d'avancer. Et on ne va pas nager dans un flou artistique. Non, mais M. Mbayama, à vous attendre, c'est comme si vous minimisez la crise de l'Est. Je ne minimise pas la crise de l'Est, mais cette crise pousse beaucoup d'interrogations. Vous savez, moi j'étais à Goma, j'étais à Bukavu, j'étais à Butembo, j'étais à Beni. Lorsque vous regardez les différentes constructions, lorsque vous regardez la vie des gens, etc., je vous assure, c'est fantastique. Et je pose la question, je vous dis, mais oui, c'est la guerre. Et cette guerre-là nous permet naturellement d'être en possession des minéraux, etc. Et même des chefs de bureau, des attachés de premier, construire des maisons, etc. Non, attention. Il me semble que cette guerre, elle est fondamentale, elle est là parce qu'il y a des populations qui meurent chaque jour dans les villages. Mais je me dis qu'il y a aussi des gens qui trouvent un terrain fertile, peuvent s'enrichir davantage. Ça, c'est aussi un problème. Donc, moi, je pense, et là, nous connaissons les qualités du Premier ministre, je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, au lieu que nous puissions focaliser toute notre attention à dire, écoutez, les moyens qui devraient être utilisés pour résoudre les problèmes sont affectés à l'Est, je pense qu'il y a moyen qu'on nous dise très clairement, aujourd'hui, à ce jour d'aujourd'hui, dans le budget de 7 milliards, il reste combien et combien on dépense par mois pour les prestations de l'Est. Ça, c'est important. Et qu'on nous dise qu'est-ce qui reste à faire en termes d'indicateurs objectivement vérifiables. Parce que les actions sont déterminées. Parce que le budget est là. C'est très important. Mais qu'on essaye d'évaluer également, dans les 6 mois passés, dès lors que la guerre n'était pas encore opérationnelle, on a fait quoi? Et on a travaillé avec quel crédit?
Merci Et ça beaucoup. fonctionnait combien dans le budget? Toutes ces interrogations permettent naturellement Merci beaucoup. aux uns et aux Merci. autres de s'approprier Alors, leur... M. Siti André Moulumba, on n'a plus beaucoup de temps. Vous allez certes réagir par rapport aux arguments avancés par M. Yamba, mais vous allez aussi en profiter pour conclure. Merci, monsieur le journaliste. Je suis très content de cette émission. Malheureusement, je trouve que le temps nous imparti ne nous permet pas justement de pouvoir nous exprimer normalement pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre les bien fondés de ce que nous sommes en train de faire sur ce plateau. Cependant, je pense que quand j'ai suivi ce que mon ami Yamaya vient de dire ici, il y a un problème, bien sûr, mais je pense le programme du gouvernement auquel il a fait allusion, je ne voudrais pas y revenir parce que nos députés, nos honorables ont fait un débat houleux là-dessus. Mais il me semble qu'il y avait aussi un problème d'entendement. Un programme, ce n'est qu'un document qui donne des indications, les grands axes, n'est-ce pas, sur lesquels le gouvernement doit se baser, n'est-ce pas, pour réaliser son objectif qui est la politique économique. Et pour cela, je pense, dans un programme, ce qui est important, c'est de donner des grandes orientations qui sont résumées dans ce qu'on appelle la planification stratégique. Et lorsque, dans chaque ministère pris sectoriellement, on fait un état de lieu, on met des actions à mener, et l'écoute, n'est-ce pas, est relatif, pour savoir pour tel projet, ça nous coûterait combien, ainsi de suite. Et ça s'appelle une planification opérationnelle. Mais ils avaient voulu qu'on mette justement la charrue devant le bœuf. Et je trouve qu'il y a eu une cacophonie au niveau de nos politiques congolais, probablement par manque de maîtrise des concepts, comment ça s'est fait. Mais pour tout technicien avéré, c'est que normalement on donne des grandes orientations et les problèmes techniques se font à l'interne, ce qu'on appelle la planification opérationnelle. Cela dit, je m'en vais justement attaquer au point relatif à l'agression que M. Yamba semble...